Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir en fait la suite d'une vidéo précédente qui était l'installation de VirtualMin dans le système Debian. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite. On va utiliser en fait VirtualMin. Le seul point qui a changé par rapport à la vidéo précédente, c'est que entre temps le système Debian a eu une nouvelle version, la version 7. Donc j'ai installé cette version 7 sur lequel par-dessus j'ai réinstallé un VirtualMin. Donc c'est pour ça que ceux qui ont suivi une vidéo précédente vont pas voir la même chose au niveau de l'interface. Mais sinon, nous on va pas se concentrer sur l'interface, on sera plus sur VirtualMin, donc là-dedans il n'y aura pas de changement en fait. Alors si ce n'est que là j'ai effectué la post-configuration, donc le questionnaire qui nous pose juste après l'installation une fois qu'on arrive sur la page. Donc ça il me semble que je l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis pas sûr mais il me semble bien. Et là on est juste après cette chose là, c'est-à-dire après la post-configuration. Ils appellent ça post-configuration parce que c'est juste après l'installation, mais on a encore une bonne part de configuration à faire avant de pouvoir bien utiliser la chose, quoi. Mais il faut déjà savoir que la plupart du temps, déjà il est bien réglé comme truc quand même, hein. Il n'y a pas... Bon, il y a quand même quelques réglages, c'est sûr, vous allez voir qu'il y a quand même quelques réglages. Mais bon, il n'y a rien de très sorcier. Alors pourquoi utiliser cet outil-là principalement? En fait, c'est plus simple à utiliser, surtout pour des débutants, une interface graphique. Alors même si certains diront que c'est un clicodrome, certes, mais au moins pour un débutant, ça peut déjà bien servir en fait. Bon, c'est sûr que par la suite, vous aurez le nez dans les fichiers, hein, ça c'est un petit peu le monde Linux, d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes là je suppose. Mais voilà, il faut savoir que dans un premier temps ça nous donne une bonne approche de tout ce qui est cet système de gestion de serveurs, que ce soit web, DNS, FTP, SQL et tout le reste. Ensuite cet outil aussi est très convivial en fait. Moi je l'utilise personnellement pour mes serveurs un petit peu en cours de développement. Bon, j'ai bien entendu un Apache qui tourne sur mon propre PC physiquement pour développer tout simplement des sites un peu plus rapidement que sans devoir transférer à chaque fois les fichiers sur un serveur ou devoir allumer une machine virtuelle pour mettre les fichiers dedans. Mais à côté je l'utilise pour des, on va dire, des pré-productions. En d'autres termes, je développe le site sur mon propre PC, puis ensuite je le transfère dans un VirtualMin, dans un autre virtuel que je vais créer à cet effet là, et qui lui va respecter des réglages un peu plus stricts au niveau des configurations, notamment de PHP, à savoir en fait quand on développe sur son propre PC, en général on est un petit peu light dans les règles, on fait en sorte de ne pas se prendre la tête et on débloque beaucoup de choses. Mais après, en réalité, quand on bascule dans le monde de la production, si ce site est fréquenté souvent, beaucoup utilisé et tout, il va falloir gérer les ressources. Et du coup, là, ce qu'on avait mis un petit peu la main légère, il va falloir resserrer la ceinture, comme on dit. Et du coup, il y a des choses qui peuvent bloquer par la suite, qu'on n'avait pas prévu au moment même, puisque vu qu'on avait été un petit peu large dans les règles, ça nous posait pas de problème sur le moment même, sur le coup. Mais une fois qu'on bascule comme ça le site sur un serveur un peu plus strict, on se rend compte qu'on a encore pas mal de petites choses à configurer, à régler ou à redévelopper par la suite, pour pouvoir vraiment le basculer sur le serveur de production, pour que ça soit stable. Donc ça permet cette gestion, on va dire, intermédiaire. Alors ensuite ça peut permettre à beaucoup de choses, hein. Par exemple vous pouvez héberger des sites de vos potes, moi c'est ce que je fais, ou vous pouvez aussi
donner un accès au transfert de fichiers sur un espace disque assez large. Et du coup, vos potes, ils peuvent y déposer des fichiers qu'ils peuvent récupérer de n'importe où, en fait. Et ça, c'est aussi pratique, en fait, en d'autres termes. Et puis, il y a pas mal d'autres utilisations qu'on peut y trouver, en fait. Après, voilà, il est assez large comme outil, donc vous allez voir. Donc, pour le moment, je m'occupe pas trop côté gestion du réseau physique. Pour l'instant, le PC est interfacé sur une seule interface réseau virtuelle qui est en NAT. Donc il a accès à Internet, certes, mais il ne peut accéder à aucun autre PC du réseau. Par la suite, on mettra un client et on rejoindra le client et le serveur sur un même réseau, isolé du réseau physique. Pour la bonne raison, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il soit sur Internet. Parce que j'ai choisi des noms, le nom du PC comme il s'appelle Debian, d'accord, l'hôte s'appelle Debian, et le domaine c'est unixver.net, donc c'est un domaine que je possède, et j'ai des serveurs aussi qui tournent sur mon propre réseau à ce nom de domaine là. Donc pour pas qu'il essaye de faire des requêtes DNS sur le web, qu'il essaye de résoudre et qu'il retombe sur mes serveurs à moi ou des trucs de ce genre, je les isolerai dans des réseaux privés, tout simplement le serveur et le poste client. Comme ça, on pourra faire plusieurs tests. Donc fin au bavardage et passons à la configuration. Donc, quand on l'a installé, voilà ce qui se passe après la configuration. On se retrouve avec les serveurs en fonction, sauf un apparemment. Et on nous demande de rafraîchir la configuration si ça n'a pas été déjà fait. Donc je rafraîchis, il va faire le tour un petit peu de l'ensemble des services qu'il nous a installés. Et suite à cela, il va nous dire ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Voilà. Donc là il a fait son petit tour. Alors on peut voir ici que Postfix ne supporte pas à des adresses IP outgoing. Désolé, moi je suis pas très fort en anglais. Ouais, d'accord. Bon, ce truc là en fait c'est qu'il veut un fichier de configuration. Alors pratiquement tous les fichiers de configuration Postfix, ils se sont améliorés depuis des années. Le VirtualMin il s'améliore sans cesse. Et avant il y avait plusieurs à créer comme ça, il fallait s'en souvenir à chaque fois. Maintenant ça va, il n'y en a plus qu'un à dire, donc c'est plutôt cool. Donc on va faire un hash de ce fichier. Un hash c'est une empreinte numérique, c'est tout, je vais pas détailler les détails là-dedans, on n'est pas dans ça. Et on va mettre 2 points, puis on va indiquer le répertoire dans lequel on va stocker un fichier. C'est ce qui va lui servir de mapping, c'est d'une table de correspondance, tout simplement, pour les envois au niveau des transports, apparemment, d'après ce qu'il dit. Donc ici, on fait hash et on va indiquer un chemin, donc /etc, c'est le répertoire à peu près des configurations des applications. Notre application, c'est Postfix, c'est notre serveur de mail, donc je vais viser le dossier Postfix. Et dedans, je vais y déposer un fichier que je vais appeler sender par exemple. Mais là, vous avez le choix comme vous voulez, c'est même l'emplacement, mais bon. Bien entendu, je suis connecté en tant que root sur le VirtualMin, ce qui me permet d'effectuer ces actions. Si vous êtes connecté en tant que l'utilisateur, comme là tutoriel par exemple, l'utilisateur du système, j'aurais pas eu le droit de d'écrire à cet endroit-là. Donc pensez à vous connecter en route. Donc je sauvegarde et j'applique cette modification. Voilà, notre Postfix a l'air d'être content. Repartons dans notre VirtualMin, on y est, dans System Settings, et on va faire un recheck configuration, ce qu'il nous avait proposé tout à l'heure. Donc voilà, tout a l'air ok, ne serait-ce que cette petite ligne. Alors, cette petite ligne, en fait, il a détecté que mon adresse IP publique, celle que mon fournisseur d'accès m'offre, était celle-ci,
Sauf que l'adresse du serveur sur lequel je me trouve, il a vu qu'il était derrière une interface NAT. Donc il faut savoir qu'il est derrière deux NAT en fait. Le premier étant celui de la Freebox qui m'offre mon réseau local, comme chez vous. Vous avez votre réseau local et une adresse IP publique. Et cette translation d'adresse, on va dire, le fait que ça passe d'une IP locale à une IP publique, c'est ce qu'on va appeler le NAT. Voilà. Network Translation Address. D'accord. Et ici, bah en fait, effectivement, si je regarde mon VirtualBox, au niveau de Debian 7, je l'ai mis sur une interface NAT. Donc, ceci produit encore un deuxième NAT sur mon réseau réel, afin de produire une adresse IP de ce type-là, apparemment. Donc, il faut savoir que dans VirtualBox, quand vous avez des PC NAT, ils ont, plupart du temps, cette adresse-là, la plupart. Mais des fois, il peut arriver qu'ils aient 3.15 ou 4.15. Ça dépend. Mais souvent, ils ont cette adresse-là. Sachez que même s'ils ont 10.2, par exemple, 10.02.15, et puis qu'il y en a un qui est 10.03.15, ils communiqueront jamais ensemble. D'ailleurs, vous pouvez des fois même vous en rendre compte qu'ils communiqueront jamais ensemble, puisque si vous allumez deux postes, vous allez avoir souvent les deux postes qui auront la même adresse IP. Alors qu'ils sont tous les deux allumés. Donc ils ne communiquent vraiment pas ensemble du tout, ils sont isolés. Donc c'est pour ça que c'est une configuration qu'on n'utilisera pas non plus par la suite, puisque cette configuration va nous empêcher de faire communiquer ce PC là avec un PC client ou notre propre réseau, on va dire. Bon, si ce n'est que à partir de là, si on voulait s'amuser à créer un serveur virtuel, donc la première chose qu'il va nous demander, c'est le nom du domaine de ce serveur. Alors ici, rien ne vous oblige, d'accord, puisque là j'ai mis Debian tout bêtement, mais j'aurais pu mettre debian.unixver.net. Cela aurait tout aussi bien fonctionné. Donc l'histoire du certificat, on verra plus tard. Voilà. Donc, je reviens là où j'étais. Et vous voyez que je peux être sur cette adresse, cela ne pose aucun souci. Donc je ne suis pas obligé de choisir des domaines qui est sur ce domaine-là. Vous pouvez choisir n'importe quel domaine. Le tout, ça sera de bien configurer les DNS derrière. C'est le seul point qu'il y aura à faire, on va dire. Mais le reste, vous êtes libre de choisir les domaines que vous voulez. Donc ici on va partir, je sais pas, sur un serveur de test. Donc je vais l'appeler test.unixver et .local. Donc vous voyez, c'est un petit peu, je vous prends l'exemple que je peux choisir n'importe quoi. Bon, une description, on va pouvoir lui dire serveur de test. Voilà. Le mot de passe de l'administrateur. Alors ici, il ne vous demande pas le mot de passe de l'administrateur route du PC. Hein. Non. Ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez créer un serveur virtuel. En d'autres termes, vous allez créer un utilisateur dans le vrai PC physique. D'accord. Et cet utilisateur sera administrateur de son serveur virtuel. Bien sûr, il sera vu dans le système en tant qu'utilisateur. Il ne sera pas administrateur du tout. C'est juste pour lui, il sera administrateur dans son serveur virtuel uniquement. Bon, je vais lui choisir un mot de passe bidon, test, mais vous mettez des beaux mots de passe, hein, surtout si vous donnez accès à des potes vers l'extérieur et tout, par la suite. Je vous conseille de mettre des bons mots de passe. Là, vu qu'on n'a rien fait de tout ça, on va laisser ça comme ça. Alors, administration username. Donc, par défaut, pour l'instant, j'ai choisi le mot de passe de cet utilisateur qui sera administrateur de ce serveur virtuel de ce nom-là. Et si je laisse sur automatique, en fait, ce qu'il va prendre, c'est le premier nom avant le point. Et il va prendre ça comme nom d'utilisateur. Donc en gros, l'utilisateur sera test et son mot de passe sera test. Mais libre à moi de choisir si je veux marquer quelque chose. Imaginons, je l'avais appelé Toto unixver.local, mais j'ai déjà un Toto dans mon ordinateur, j'aurais pu l'appeler test.
par exemple. Ou ici je pourrais l'appeler Toto, mais voilà. Pour vous dire que vous êtes libre de choisir le nom que vous voulez. Donc contact, email, adresse. Alors pour les besoins de la formation, je vais me créer une boîte mail bidon, mail temporaire. Je crois que c'est Yopmail, un truc comme ça. Ouais voilà, Yopmail. Donc je vais choisir une XVR. Hein. Ah, une belle pub, génial. Ok. Donc voilà, je me suis créé une boîte mail temporaire, juste pour voir un petit peu notre serveur, qu'est-ce qu'il fait. N'oubliez pas qu'il est connecté à l'internet ce serveur, hein. La preuve c'est que je suis sur internet. Parce que j'ai la configuration NAT, d'accord. Ou j'aurais pu avoir une configuration par pont. Hein, j'aurais pu mettre ces deux configurations là, les deux auraient fonctionné. Bon, il y en a d'autres après qu'on pourrait faire, mais c'est les deux qu'on a par défaut dans VirtualBox. Bon, ici je vais laisser automatique. Alors, pour l'instant on va voir, on va découvrir. Alors ici il nous dit qu'il va créer ceci. D'accord. Par défaut il y en a deux qui sélectionnent pas. Le setup IP based virtual FTP. Alors en fait, faut pas oublier que il y a un DNS qui tourne dans VirtualMin. D'accord, on a bind. La preuve c'est qu'il va créer une zone DNS. Donc notre serveur connaît les noms qu'on va indiquer ici à chaque fois. Maintenant notre serveur, si on a bien configuré nos DNS externes, et non pas de VirtualMin, mais les externes, ceux que vous avez achetés sur le web, si vous les configurez pour pointer sur votre machine VirtualMin, après le reste se fera tout seul pour la résolution des noms. Il suffit juste de configurer ici avec les IP locales, et c'est ce qu'il va faire tout seul, ainsi que les publics, donc redonner le même nom mais en public, bien sûr avec des vrais qui fonctionnent, hein, mettez pas local sur un serveur public, ça ne fonctionnera pas, et faites-les pointer vers votre machine VirtualBox, vers l'IP public, d'accord, celle qui nous avait affiché un petit peu dans la post-configuration, pour que ça fonctionne bien. Ensuite, donc ce virtual FTP basé sur l'IP, pourquoi il n'est pas coché? Tout bonnement, en fait, c'est que le serveur FTP, il s'appelle PRU-FTPD, et ce serveur FTP, il fonctionne déjà, et il est déjà même accessible par route, puisque pour l'instant il n'y a que route, et même tutoriel, je crois qu'il peut y avoir accès, c'est-à-dire l'utilisateur qui est pour l'instant dans l'ordinateur. Donc le fait qu'il est déjà accessible et tout, chaque utilisateur qu'on va créer ici, qui va être administrateur du serveur, le serveur connaît le nom de domaine, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, on pourra l'appeler par le domaine et non pas par le nom du serveur comme on le voit ici. De même qu'on pourra aussi, au FTP, vu que ça va créer un utilisateur dans le PC réel, là cette fois-ci, et cet utilisateur va avoir des accès système, puisque c'est un utilisateur du système, sur ses propres dossiers, d'accord. Donc c'est dans ses propres dossiers bien sûr que son serveur est un petit peu configuré. Et du coup il a un accès FTP par conséquence. Donc on n'a pas besoin de créer des serveurs virtuels FTP par utilisateur, sachant qu'ils sont tous sur le même serveur VirtualMin. Si on en aurait plusieurs, oui, là ça serait utile de le faire, mais là, vu qu'on est sur un seul VirtualMin, sur un seul PC physique, on va pas le faire. Là, je vois que ça tourne un petit peu en rond, je vais le calmer. Ensuite, les websites SSL. Alors, ça on peut le cocher, mais on verra que ça va poser des problèmes. Pas pour le premier serveur, mais pour le reste. Mais de toute façon, plus tard par la suite, on verra dans les vidéos un peu plus prochaines comment configurer cette histoire de SSL un peu mieux. Pour le moment, on va juste s'attaquer à voir ceci et à voir ce qu'on va avoir à configurer par la suite.
Donc par défaut le mail forwarding, bon bah, ça il n'y en a pas. L'interface réseau, bah, c'est l'IP virtuel qu'on avait. Le IPv6, bon on va pas en parler dans cette formation. Et l'IP externe, on le laisse décider de lui-même. En d'autres termes, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter le SSL website. Par la suite, on fera en sorte qu'il soit coché et que lui n'apparaisse même pas, pour pas qu'on s'amuse à le cocher. Parce que si vous le cochez, après vous allez avoir des soucis. Voilà. Puis j'ai juste indiqué un mail externe pour être sûr que il m'envoie bien un mail. Donc je crée le serveur. Et jusque là, on dirait que tout va bien. Et il a été jusqu'au bout. Par contre, à la fin, je vois pas l'option qui me dit qu'il a envoyé un email. Et effectivement, si je vérifie ma boîte, j'ai pas reçu l'email. Donc, l'histoire du mail ne fonctionne pas par défaut. En fait, on doit configurer postfix 2-3 petites options. Mais en plus de ça, même si on configure postfix pour ces 2-3 petites options comme je dis, il y a dans VirtualMin ce qu'on appelle des templates et des plans. Et en fait, dans le template par défaut qu'on utilise parce qu'on n'a pas configuré cette histoire de template, il n'envoie pas de mail. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Si je retourne dans System Settings et que je regarde par exemple quand je voulais créer un serveur virtuel, on va le voir ici, vous allez voir serveur configuration template et account plan. Donc on a le plan par défaut et les préférences par défaut. Donc ces trucs qui se règlent ici, serveur template et account plan. Et si je regarde dans serveur template, il utilise le défaut settings. Et on voit que Apache a été customisé, bind c'est l'option par défaut du template, le serveur FTP a été customisé et pas de log rotate ni de email message. Voilà déjà pourquoi dans un premier temps on n'a même pas reçu de mail. Donc on va pouvoir configurer cette chose très simplement. On va demander de créer un template depuis le template par défaut. Je conseille de laisser le template par défaut tel quel. Comme ça, si un jour vous avez un problème avec vos templates, vous pouvez toujours reprendre sur les configurations par défaut. Donc ici, vu que j'en fais une copie du template par défaut, je vais pouvoir le nommer comme il me semble. Alors par exemple, je vais le nommer template de test. On va pas trop toucher aux options, dans le sens où je vous dis la plupart du temps il est plutôt bien configuré virtuellement. Il y a juste quelques petits points qui sont un petit peu à personnaliser, ce qui est normal. Il ne pourrait pas prévoir ça pour tout le monde. Donc pour le moment ici, tout me convient. Donc je vais faire create and next, c'est-à-dire je crée ce template, mais en même temps je vais passer aux étapes suivantes, celles qui vont configurer ce template. Et vous allez voir qu'il y en a une paire. Donc là je suis dans la première page d'édition du template qui s'appelle test. Et vous voyez que on a tout ça à configurer. Donc là on est ici. Donc voilà pour vous dire un petit peu toutes les configurations qu'on va pouvoir employer, en sachant que c'est assez énorme. Donc les quotas, les propriétaires de domaine sur un groupe secondaire. Pour le shell Unix, qu'est-ce qu'on va utiliser? Moi j'ai pris l'habitude de mettre email, FTP, NSSH avec le bin SH. Après, libre à vous de choisir comme vous voulez. Ici je laisse souvent par défaut. Donc le stockage du mot de passe. Alors, on peut le stocker, parce que là il le stocke en clair, et on pourrait le stocker mais pas en clair. Mais le problème c'est qu'on rencontre des problèmes par la suite. En d'autres termes, lui il va s'amuser à le hacher par la suite. En gros, faut pas demander au système qui le hache, mais plutôt à VirtualMin qui le hache à la place du système. Ça évite des conflits
vraiment. Donc je vais faire un save and next, puisque j'ai changé 2-3 options. Et ensuite on nous dit, on a un répertoire de squelettons, on va utiliser ce répertoire de squelettons afin de créer les dossiers utilisateurs par la suite. On le laisse par défaut et vous verrez qu'il se débrouille très bien. Ici j'ai pas de variable à mettre et j'ai pas envie d'ajouter des patterns comme il me dit. Je fais save and next, voire vu que j'ai rien changé, je pourrais même faire simplement next. Donc ici on a le bind DNS record for new domain. Donc c'est-à-dire c'est ici normalement qu'on met les templates bind pour la création des domaines. Et du coup il utilise ce truc par défaut. Alors pour le moment on lui dit non, tu te bases par les défauts settings, donc en gros à rien. Ensuite on va lui dire dans les défauts settings quand même qu'il va ajouter ces enregistrements là. Donc domain name c'est le nom du domaine. On va ajouter l'extension www devant le domaine. Ensuite, pareil, on va ajouter l'extension FTP devant le domaine. On va ajouter l'extension localhost devant le domaine. Et l'extension M pour les mails devant le domaine. Donc vous verrez que ça, il va le faire tout seul. Ensuite, ça, on laisse tranquillement se configurer. Donc le hostname ici, normalement, vous devez mettre votre nom d'hôte sur le domaine dans lequel vous l'avez configuré. Donc moi ici, c'est debienunixer.net, hein, c'est le nom du PC qui contient VirtualMin. Et pour le reste, on va laisser ça tranquillement par défaut. Donc pareil, vu que j'ai rien changé, je peux faire next. Alors ici, par contre, on a le mail for domain. Et c'est ici que c'est pas activé. Donc on pourrait lui dire, tu vas me faire un message depuis les from default settings. Alors on va le laisser comme ça, et on verra ce qu'il va nous produire comme message tout seul. Et pour le reste, je vais laisser tel quel, sans rien changer. Donc là par contre, je vais faire save and next. Donc ici on a les templates pour un website Apache. Donc c'est toutes les variables de configuration qu'il utilise qui va être reproduit dans les fichiers d'Apache. Même chose ici, il n'y a pas grand chose à toucher, hein, vous pouvez laisser tel quel, il se débrouille très bien. Donc je regarde juste une petite option normalement. Donc j'ai peut-être dû la passer, bon c'est pas grave, on en reviendra dessus par la suite s'il faut. Donc là pareil, next, hein, tout simplement, vu que j'ai rien changé. Donc là je pourrais configurer les log rotate. On a vu que par défaut il n'était pas configuré. On pourrait lui dire configure-toi depuis les from default setting. Donc là vu que j'ai changé, je fais save and next. Alors là c'est pareil, les databases, d'accord, les caractères que vous pouvez utiliser, souvent on utilise l'UTF-8. Alors moi je vous conseille de le mettre directement UTF-8. Comme ça après vous êtes tranquille, il gérera tout seul par la suite. Pour les templates, il configurera les serveurs MySQL de sorte à ce qu'ils utilisent de l'UTF-8. Et pour les collections, c'est pareil normalement. UTF-8. Alors souvent il y a General CI qu'on rencontre et Unicode CI. Donc CI c'est pour Cave Insensitive, c'est insensible à la casse. En gros il s'en fout des majuscules et des minuscules. Bon, je vais prendre le Unicode. Voilà, puisque dessus c'est Unicode, alors je vais prendre le même. Et bon, par défaut, j'ai rien d'autre à lui dire, mais vous pouvez vraiment, par exemple, si vous voulez donner des noms d'hôtes particuliers, si vous voulez mettre des préfixes sur les bases de données, si on veut créer la base avec un login, par défaut c'est survie quand même, est-ce qu'on veut synchroniser les mots de passe
avec MySQL ou pas. Puisque si on change le mot de passe utilisateur, ça va changer le mot de passe de MySQL, ça va changer le mot de passe de ProFTPD. Et pas mal de choses comme ça par la suite aussi. Ce qui est plutôt cool. Sinon on devrait les changer à chaque fois nous-mêmes. Donc là j'ai fait quelques petits changements, je vais faire un petit save and next du coup. Alors pour PostSQL encoding, on pourrait faire la même chose. Bon moi je l'utilise pas trop mais bon. On peut lui dire déjà ça si on veut. Donc j'ai changé save and next. Donc les directives pour le ProFTPD. Vous voyez déjà qu'il utilise ses propres directives par défaut. Donc on le laisse faire tranquillou. Il le fait ça très bien. Donc on fait next, puisque là j'ai rien changé. Ensuite, pour le spam filtering. Donc est-ce qu'on supprime les anciens spams? Alors je vais dire oui, tu me les enlèves tous les 7 jours. Hein, comme ça fait du nettoyage. Et spam wrap alias. Bon, je sais pas trop de quoi il parle, alors je vais le laisser sur nous, je lui fais confiance. Il fait toujours tout bien par défaut. Donc le login webmin. Bon là je vais rien toucher, je vais le laisser faire. Comme je vous dis, il fait toujours bien par défaut. Si on veut choisir des adresses IP virtuelles spécifiques et tout, non, j'ai pas envie. Donc je fais next. Donc le virtual server création, est-ce qu'il crée automatiquement des alias de domaine? Est-ce qu'il met des préfixes sur des alias de domaine? Donc on va le laisser par défaut, on verra par la suite ce que ça fait tous ces trucs là. Est-ce qu'il y a des plugins à mettre? Est-ce qu'on veut protéger les AVStat web pages, donc c'est-à-dire les pages de statistiques sur le web? Oui, vas-y, tu peux, c'est plutôt recommandé. Défaut limit number, mailman, mailing list. Par défaut, on va le laisser par défaut, on verra bien ce qu'il choisit par défaut. Donc changement, save and next. Je le dis plusieurs fois ce save and next et tout, mais c'est parce que voilà, si vous êtes débutant, vous avez des fois l'habitude de faire next, 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 puis après vous dites bah ça marche pas, et puis vous réfléchissez pendant des heures pourquoi ça marche pas. En fait c'est parce que vous n'avez pas fait save and next. Donc voilà pourquoi j'insiste sur cette point de vue, parce que ça m'est arrivé déjà plus d'une fois aussi, donc on a tous été débutants comme on dirait. Virtual Server Template, script installer. Donc là on voit qu'on n'a rien, donc on peut pas choisir quoi que ce soit. Donc on le laisse par défaut. On verra par la suite. Next, mail client autoconfiguration. Bon, là, on le laisse faire, hein, on imagine qu'il fait ça très bien. Donc next, vu que j'ai rien changé. Ensuite, CGI wrapper pour PHP 4, pour PHP 5, le fast CGI. Qu'on pourrait régler les paramètres comme ça, PHP ici si on voudrait. Mais pour l'instant, on va pas y toucher. Donc ici, l'administrateur webmin module. Donc les modules webmin qui parlent, c'est dans l'onglet webmin. D'accord, là on est dans virtualmin et il y a webmin. Donc ici, il va dans la partie webmin, ici, quand l'utilisateur va se connecter sur ce template là, qu'est-ce qu'il va voir réellement? Et du coup on voit qu'est-ce qui est valide ou pas. Et c'est à nous de choisir ici, selon les templates, quelles sont les options qu'on va laisser voir l'utilisateur. Par défaut, je vais le laisser. Et par la suite, on configurera ces choses un petit peu plus précisément. Donc j'ai rien changé, next. Et je reviens aux basic settings. Donc j'ai fait le tour. Alors je sauvegarde complètement. Et là on voit que Apache a été customisé, ProFTPD pareil, log rotate il est par défaut et le mail message est par défaut, mais il n'est pas sur none, comme vous pouvez le voir. Donc on a configuré ces choses. On les a pas customisés, mais ils sont configurés. Alors après on avait vu un autre truc, les account plans. Pareil, par défaut, on a un account plan. 7 défauts plan tout. Donc ouais, ça c'est le plan qu'on veut mettre par défaut. Donc par défaut, il prend le premier de la liste. Donc ici, je vais pouvoir ajouter un nouveau
plan, un nouveau compte. Et ce compte, bah même chose, je vais l'appeler test. Comme ça, bah voilà, quand je crée un serveur de test, et bah je mets le compte test avec le plan test. Comme ça, bah je me chamboule pas. Quota for entry server. Donc le nombre d'espaces qu'on peut utiliser. Par défaut, vous voyez qu'il est sur unlimited. Donc c'est bien, mais c'est beaucoup. Donc on va le mettre en giga et on va dire, allez, par défaut, je t'autorise. Bon, vu que c'est un serveur de test, allez, 20 gigas. Quota pour l'administrateur user. Donc là, c'est le dossier administrateur, d'accord, que l'utilisateur peut accéder. Parce que vous allez voir que l'utilisateur, l'administrateur, peut créer des utilisateurs au sein de son serveur virtuel. Pas dans les serveurs web, mais vraiment pour le serveur virtuel. Ce qui fait que d'autres utilisateurs sur ce même serveur virtuel peuvent encore créer d'autres domaines, par exemple. Vous allez voir. Donc ici, je vais lui dire 5 Go, c'est pas mal. En même temps, là, je parle en giga. Hein, je vais peut-être réduire les chiffres. Limit on number of mailbox. Donc, combien de boîtes mail limite? Allez, on va en autoriser 200 par défaut. Des alias pour les boîtes mail. Bon, allez, on va lui dire 100. Combien de bases de données par défaut? Bon, on peut dire 5, c'est une bonne moyenne. Combien de serveurs virtuels peut-il faire? Bon, on va dire 2 par défaut. Parce qu'on est sur test, mais ici on mettrait plutôt 0. Limit on number of alias server. Bon, ça on peut être généreux, on peut dire 5. C'est en gros des sous-serveurs en fait. Limit on number of alias server. Non alias serveur plutôt. Je sais pas, je vais lui dire 1. Bande switch limite, donc ça c'est la bande passante. Alors on pourrait limiter la bande passante, mais bon, là je vais pas la limiter. Parce que c'est test. Hein. Can choose database name. Peut choisir le nom d'une database. Oui. Peut renommer un domaine. Oui. Peut avoir des sous-serveurs dans le domaine. Oui. Peut avoir des autres utilisateurs dans les sous-serveurs sur le domaine. Oui. Ensuite, donc là on est dans la partie basique. Maintenant on est dans la partie les features. Donc c'est-à-dire ce qui va être visible maintenant côté virtualmin et plus côté webmin. D'accord? Donc webmin ça se configure un peu dans les serveurs template, alors que les machins virtualmin ça se configure plutôt ici. Donc on peut le laisser en automatique, c'est-à-dire que en fonction des plans et de ce que vous avez activé ou pas dans les plans, bah, il va activer ou pas les options. Ça vous évite de vous prendre la tête. Maintenant vous pouvez y aller vous-même, hein, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner seulement ce que vous voulez faire voir. D'accord? Comme pour l'autre côté, pour l'instant je vais le laisser par défaut et plus tard on verra si on a besoin de configurer par nous-mêmes. Donc les capabilities là, désolé si je le prononce mal, c'est ce que l'utilisateur peut faire ou ne pas faire. Donc là pour le moment c'est des can, donc ça veut dire qu'il peut faire. En gros il peut éditer un serveur virtuel, il peut manager des alias, mais comme vous voyez il y a une option automatique ou par sélection. Vous pouvez le laisser sur automatique afin de tester, de voir ce que ça produit et par la suite bah, vous faites des clones de vos templates ou de vos comptes, et ce qui vous permet de configurer des comptes bien plus précis à des buts bien plus précis. Mais pour le moment je vous dis on est en test, on sait pas trop dans quelle partie on va partir. Alors ensuite, est-ce qu'on veut allouer des scripts? All except, bah ouais, on va le laisser comme ça. Hein. Donc tous les scripts et ceux qui sont autorisés. Donc bon, pour l'instant, il nous autorise tous ces scripts, donc on va les laisser ça comme ça. Voilà, donc là j'ai configuré un plan, tout simplement.
Voilà à quoi ça ressemble un plan. Donc, pour faire un petit résumé rapide, on a configuré un plan et on a configuré un template. Ce que je vais faire, mon serveur test, je vais le supprimer et je vais à nouveau recréer un serveur de test, mais en le mettant sur les bonnes configurations. Pour supprimer un serveur, disable and delete. Alors, on va peut-être passer en français maintenant. Donc, pour y aller, on va du côté webmin, dans webmin plutôt, langage et thème, et je demande à avoir en français. J'effectue les changements, et pour voir les changements, j'actualise ma page. Et on a bien désactivé supprime service. Donc il y a des choses qui restent en anglais malheureusement, mais bon, c'est assez compréhensible quand même, c'est pas très difficile, même moi que je comprends rien en anglais, j'arrive quand même à comprendre ces choses. Donc delete virtual server ou disable, bah moi je veux le supprimer, donc delete. Donc là au passage j'ai le machin de Google qui va me prendre la tête, donc bah je vais lui dire, hop, c'est un petit peu plus loin ça, langage, non, j'ai pas envie que tu me proposes la traduction. Donc bon, je vais le laisser pour le moment, de toute façon il ne reviendra plus. Et je dis oui, je veux supprimer, il va supprimer tout ça, l'utilisateur et tout ce qu'il a fait. Donc c'est plutôt pratique. Et voilà, il a fini, il a tout redémarré comme il fallait. Donc on recrée un serveur virtuel, je vais le rappeler pareil, hein, description, hop. Bon, ça c'est pas enregistré, serveur de test, mot de passe test, j'avais dit. Donc là, bah, je vais mettre sur test, et là je vais mettre sur test. Là je vais choisir le nom d'utilisateur que je veux voir apparaître, test. Ensuite, mon adresse, bah, je remets mon Yopmail pour vérifier cette histoire de mail. Ensuite, les features, bah, je coche le website. Donc déjà, ça fait déjà 2 fois qu'on vient ici et qu'on voit des choses qu'on pourrait faire automatiquement. Donc, enlever ça, cocher ça par défaut et mettre par défaut les templates et comptes de test. Ce qui sera pratique par la suite, on n'aura plus grand chose à configurer. Et ici, on touche à rien la plupart du temps. Ah, pour le moment. Je crée le serveur et il recommence à nouveau. Il me recrée un nouvel utilisateur test dans un groupe test. Il associe cet utilisateur au groupe wdata pour Apache et il fera plein d'autres choses par la suite aussi. Et voilà, mon serveur est créé. Et si je regarde en bas, visiblement, il me parle toujours pas de l'histoire de mail. Si à nouveau je fais un check, je vois que je n'ai toujours pas eu de mail. Pourquoi je ne reçois pas de mail? Comme je vous ai dit, déjà on avait l'histoire du plan, puis après on a l'histoire de Postfix. En fait, pour l'instant, Postfix, il ne sait pas où envoyer les mails, pour qu'ils soient transférés, pour être routés sur le web, quoi, on va dire. Donc on va devoir lui préciser cette chose. Au passage, un petit supprimer le serveur virtuel. Et tant qu'on y pense, configurer quelques petites options au niveau des options par défaut. Là. Donc déjà on va voir les features et plugins. Et ce qui va nous intéresser, c'est le serveur ProFTPD. Donc cette feature est activée, et est-ce qu'elle est cochée par défaut? Non. De même que site web là, SSL est activé, mais par défaut il n'est pas coché. Nous on voulait le cocher par défaut. Donc le serveur ProFTPD, je peux pas vraiment le décocher, parce que si je le décoche, après les utilisateurs ne seront pas configurés pour accéder au FTP. Donc je suis obligé de le laisser. Mais par contre, je m'arrange à ce que ça soit pas coché par défaut.
Et qu'est-ce qu'on avait à regarder ici? Bah je crois que c'est tout. Donc MySQL ok, la base de données PostgreSQL ok, c'est pas mis. Donc c'est parfait. Donc je sauvegarde. Voilà que ça c'est fait. Ensuite, j'avais dit qu'on allait voir postfix. Donc on va aller voir postfix. Mais avant, j'avais les plans à mettre par défaut comme on avait dit. Donc les plans par défaut, je vais prendre serveur template. Et je pense que je peux lui dire ici, je suis pas sûr. Donc je vais recliquer sur mon test. Initialize selected template. Donc je pense que c'est là-dedans. Donc on va dire oui ici. Pour dire que c'est lui qui va être sélectionné par défaut lors de ces créations de serveurs qu'on va faire par la suite. Donc ça je le sauvegarde. Et je fais la même chose pour mes plans. Donc là les plans c'est plus simple. On a une espèce de liste qui nous permet de dire hop, maintenant c'est test qui est par défaut. Voilà. Donc si on regarde la création d'un serveur, on voit que le template est placé tout de suite, le plan est placé, et ici on n'avait rien à dire. Par contre ici on a bien SSL coché, et le serveur qu'on ne touche pas pour FTP, pour le domaine. Donc voilà, on a tous nos réglages par défaut pour la prochaine fois qu'on va créer notre serveur. Donc maintenant on va partir sur postfix. Donc c'est du côté de Wellmin, dans nos serveurs, et on va voir le serveur de courrier postfix. Et dans ces options générales, on voit que par défaut il a rempli des choses, et qui est plutôt bien rempli par défaut. Par contre, ici on voit une chose bizarre qui dit envoyer le courrier sortant via la machine, envoyer directement, mais il a coché cette option là. En d'autres termes, là il peut pas envoyer directement. Pourquoi? Parce qu'il traverse un NAT. Et du coup, il va falloir que je lui donne le serveur de relais SMTP par rapport à ce NAT. Donc en général, pour tout le monde, quand vous êtes chez vous, ce relais est celui de votre fournisseur d'accès. Comme chez moi je suis chez Free, alors le relais SMTP de Free c'est smtp.free.fr. Vous vous adaptez en fonction bien entendu de votre fournisseur d'accès. Si vous ne le connaissez pas, une petite recherche Google, le SMTP, le nom de votre fournisseur, Orange, Bouygues, je sais pas quoi, et vous verrez, vous aurez des listes et ils vous diront l'adresse du serveur. La plupart du temps c'est le nom SMTP point et le nom du fournisseur derrière quoi. Ensuite en bas ici dans réseaux locaux, on voit qu'il délivre à ces endroits là. Donc sur le réseau 127, donc interne, même chose mais en IPv6. Et du coup ici on va lui préciser le réseau intermédiaire. Donc là il me disait qu'il était en 10.0.2.15. Donc ici il serait peut-être bon que j'aille regarder un petit peu les configurations du réseau afin de connaître le masque employé. Donc on voit qu'il emploie un masque 255, 255, 255, soit 8 et 8, 16 et 8, 24. Donc 24 bits. Donc le masque c'est /24 sur un réseau de type 10.0.2. On s'imagine que c'est 0.0 le réseau. Donc 10.0.2.0 /24 pour qu'il distribue sur le réseau local. Et après il va faire relais avec le SMTP et ça part sur le net. Voilà, je sauvegarde et j'applique. Logiquement, mon serveur ProFTPD là est très bien configuré pour me livrer des courriers. Si ce n'est que mon template
peut-être que le truc par défaut me donne pas de mail. Mais on va voir, on va tester. Donc, serveur de test, toujours pareil. Donc test. Et ici j'ai juste à remettre mon Yopmail. Et puis le reste, je sais que tout est bien configuré par défaut. Donc c'est l'avantage de bien configurer les choses au début. Donc là, vous voyez, ça fait déjà 50 minutes. et on n'a vraiment pas encore notre premier vrai serveur virtuel. Bon, on en a créé plusieurs, hein, ils fonctionnaient tous déjà. Mais bon, ils faisaient pas ce qu'on voulait. Même chose, bah, je vois qu'apparemment le mail, pareil, il me l'a toujours pas envoyé. Donc là, je sais que c'est pas un problème de postfix ou autre. C'est simplement mon template que l'histoire du par défaut ne va pas. Donc je vais regarder au niveau du courrier. Donc là je peux pas cliquer dessus, donc je vais sélectionner mon template et je vais aller dans les courriers pour le domaine. Et ici bah, je vais dire bon bah vu que par défaut il n'y a rien, je vais moi-même créer un message comme ça bidon. Donc création de votre serveur virtuel. Est à présent terminé. Par exemple, vous pouvez y accéder. Là, un petit doute. Donc voici vos informations de connexion et d'administration de votre serveur. Du coup, donc ici, je vais écrire par exemple l'administration principale. Donc là, on pourrait se dire, mais on va être embêté. Pour la bonne raison, c'est que on sait que ça va être https et que ça finira par 2.10 000. Mais le problème, c'est que ici, on ne sait pas, au moment de la création du formulaire, quel nom l'utilisateur va rentrer. Donc, on ne pourrait pas écrire l'email ici sans cette information-là. Ben, en fait, on a vu qu'il utilise des variables. Donc les variables s'utilisent de cette façon, $, décroché ouvrant et fermant, et dedans, le nom d'une variable. On avait vu qu'il utilisait des trucs comme domaine, dom. Ben, en fait, il y a une variable qui existe, qui va s'appeler dom. Et dom va représenter le nom du domaine, c'est-à-dire le nom que vous avez tapé dans le formulaire au moment de la création du serveur. Et du coup, bah, ici, ça fera par exemple https://test.unixver.local 2.10 000. Voilà ce que ça va créer comme adresse. Donc, identifiant utilisateur. Même chose, le nom que l'utilisateur choisit lors du formulaire d'inscription, et ben on le connaît dans la variable user. De même que le mot de passe, nous le connaissons aussi, et je vous laisse deviner,
qui est dans une variable qui s'appelle pass ou password. Je ne sais plus trop. Donc on verra bien, on va laisser ça pass pour le moment. Puis là je vais arrêter ici. Donc là je vais marquer par exemple Unixver, donc le nom de ma société, on le dira, hein, mais c'est pas une vraie société. C'est mon nom que je me représente. Deux points, et puis ici bah, l'information que je veux dire à l'utilisateur. Création de $DOM, c'est-à-dire le nom du serveur, terminé. Donc on peut dire est terminé. D'ailleurs ici, désolé pour les fautes, hein, je suis pas balèze en orthographe. Donc ici une copie, bah ça on veut pas de copie, ça on le laisse pareil, on change rien, on va juste voilà, ajouter le template pour envoyer un message. Donc je vais sauvegarder, puisque c'est la chose que j'ai envie de configurer. Donc on voit maintenant qu'au niveau du courriel on a un template personnalisé. D'accord. Si ici dans l'administration d'options de mon serveur test, puisque je suis sur le serveur test, j'en ai qu'un, que je demande de de réenvoyer l'email de base, on va voir s'il est capable de le faire. Alors j'aurais pu supprimer le serveur et le recréer, mais vous avez compris le principe, sachant qu'il y a une option là qu'on peut tester comme ça directement. Et là il me dit envoi du mail, courrier envoyé à S2. Vérifions si on a bien reçu notre mail. Effectivement, on a reçu notre mail, et on voit création de notre serveur virtuel est à présent terminée. On voit bien que notre DOM a été remplacé par le nom du domaine. On voit bien qu'on a le nom d'utilisateur et le mot de passe choisi au moment de l'installation. Donc voilà comment on configure le template. Alors ce qui serait bien, c'est que le template, ici, si je clique, bah, je me retrouve sur la page. Parce que là, je peux cliquer, je suis pas sur la page. Donc je vais supprimer ce mail. Si ça fonctionne. Donc voilà. Et je vais remodifier mon template. Donc maintenant bah, je peux cliquer directement ici. L'avantage c'est que ça m'amène directement dans le bon endroit. Bah ici, bon bah il n'y a pas de miracle, hein, il faut connaître un petit peu le HTML si on veut créer un lien. Donc bah pour créer un lien on fait comme ceci, a href. Dans le href on met l'adresse sur laquelle on pointe, puis on ferme la balise A, et entre les deux bah, c'est ce qui va apparaître. Donc administration de $DOM. Voilà, je suis satisfait et je sauvegarde. À nouveau, je renvoie un mail bah, au propriétaire avec mon nouveau template. Il a l'air que ça bug. Donc voilà, je l'ai réactualisé un petit peu. Et on voit bien que le lien est créé et que si je clique sur ce lien, comme vous pouvez voir tout en bas, bah, il nous pointe sur texte Unixver local sur le port 10 000. Je vais cliquer sur ce lien.
Et là on nous dit qu'il n'arrive pas à résoudre cette page web. Un problème pour la résolution de nom DNS. En effet, le fait que celui-ci n'est pas pointé vers l'extérieur et tout le reste, je vais devoir ajouter ce nom au fichier host de ma machine. Donc pour ce faire, je vais dans Webmin, dans Réseau et Configuration réseau. Et tout ce que je vais avoir à faire ici dans Adresse de la machine, c'est dans un premier temps créer l'enregistrement IP de la machine. Donc 10.02.15. Donc ici ça s'appelle Debian. Ça s'appelle aussi debian.unixver.net et ça s'appelle aussi test.unixver.local. Sachez qu'ici en fait ça modifie le fichier host tout simplement de la machine. Je retourne et j'applique ma config. À nouveau, je réactualise et je tombe sur mon serveur de test. Je suis bien sur test.unixver.local et je peux rentrer mes identifiants test et test. Je pourrais sauvegarder le mot de passe si j'en ai envie. Et ici, on voit qu'on est dans VirtualMin, mais en tant que utilisateur test. Donc, qu'est-ce qui change ici? Déjà, il n'y a pas le statut des serveurs, par exemple. Si je me remets à la page par défaut de VirtualMin, vous voyez qu'il n'y a pas la gestion des serveurs. Et il n'a pas non plus toutes les informations comme on a sur le système. Ni l'histoire des mises à jour, par exemple. Et d'autres trucs comme les quotas que nous on peut voir. L'utilisation de son espace disque. Et on peut avoir une information sur tous les serveurs virtuels qu'on a pu créer. Vous voyez qu'un serveur virtuel crée 4 mails alias. Donc, hop. Donc lui il voit ça, premièrement. Ensuite, il a des options. Il pourrait lui-même se renvoyer le mail, s'il avait envie. Il pourrait changer toutes ces options, par défaut. Et les modules Webmin qu'on lui laisse configurer. Donc nous on s'était promené un petit peu dans Bind, pas dans Bind plutôt, mais dans Postfix, et on voit qu'ici on n'a pas accès à Postfix quand même. Par contre il a accès à une lecture de mail, et il peut aller dans sa boîte mail lire ses mails. Il pourrait en composer un. Il faut savoir que en plus de VirtualMin et de Webmin, on a un UserMin. Et UserMin, en fait, c'est l'accès aux boîtes mail des utilisateurs, en fait. On verra ça par la suite. Ici, dans les services, on voit qu'il peut configurer toutes ces choses et qu'il peut configurer les rapports. Qu'en est-il de son côté Webmin? Il peut juste changer sa langue et du coup l'appliquer par défaut en français. Chose qu'on pourrait faire aussi nous-mêmes, de dire que voilà, tous les templates test ont la langue français par défaut. Ce qui évitera à chaque utilisateur d'aller configurer cette chose et de réactualiser leur page. Une voire quelques fois, pour que tout soit bien pris en compte. Donc ils peuvent changer leur mot de passe, ils peuvent faire des commandes programmées. Ils peuvent voir les processus, leur propre processus. Donc voilà. Ils peuvent créer des tâches programmées. Ils peuvent voir certains journaux système leur appartenant uniquement. D'accord, c'est les journaux d'Apache. Au niveau des serveurs, ils peuvent voir leur fichier de log. Ils peuvent régler le filtre de leur courrier.
Ils peuvent lire leur boîte mail. Ils peuvent gérer leur base de données. Ils peuvent gérer leur enregistrement DNS et uniquement leur enregistrement. D'accord? Ils peuvent configurer leur serveur virtuel, leurs hôtes virtuels du moins. Et voir leur propre serveur virtuel. Donc certaines options sont là pour la bonne raison, c'est que vu que cet utilisateur a le droit d'en créer deux, du coup il peut voir cette option là. Et si l'utilisateur n'a pas le droit d'en créer des serveurs virtuels, du coup il ne voit même pas cette option là. Dans autre, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc on a un gestionnaire de fichiers. Bon, je le configurerai plus tard, j'avais pas envie de me prendre la tête là-dessus. On peut ouvrir une session en SSH. Même chose, on va avoir toujours besoin du Java. Et on peut accéder au répertoire web qui serait protégé. Donc on a bien protégé les statistiques. Donc c'est bien protégé. Voilà un petit peu pour le tour côté VirtualMin. Alors côté Java. Côté Java. Donc bon, je le laisserai faire, on verra quand il aura fini. Et du côté VirtualMin, voilà, ce qu'on a vu de l'autre côté, c'est un petit peu reproduit ici, tout simplement. Donc ça c'est une première présentation sur la configuration, on va dire post-déploiement cette fois-ci, la vraie, qui nous permet vraiment de configurer le serveur comme on l'entend, et non pas juste que les services fonctionnent. Qu'en est-il si par exemple je voulais me connecter en FTP sur le serveur? Alors on peut essayer. Hop là. Internet. Alors est-ce que j'ai un truc FTP dans le coin? Non. Donc je devais devoir installer via le gestionnaire de paquets. J'ai besoin de FileZilla. Client graphique, parfait. De toute façon, je pense qu'il va me demander de cocher l'autre. Même plus que ça. Et voilà, on lui laisse installer FileZilla tranquillement. Voilà, je vais lui demander d'extraire ça là-dedans. Ok, lui je peux le fermer. On peut lancer FileZilla. Et j'ai fermé le gestionnaire de paquets. Ok. Donc FileZilla on verra par la suite. Voyons voir un petit peu l'histoire de Java là. Alors, donc il faudrait que je lise un petit peu ce qu'il raconte.
Ok. Donc apparemment, après décompression, on doit copier cet élément dans le dossier user Java. Bon, bah on va faire ça. Donc via un terminal administrateur, ce qui m'évitera le problème des droits. Là, mon dossier, actuellement, il est ici. Donc, hop. Donc je me déplace dans mon dossier temporaire. Hop. Je copie ce dossier dans j'ai oublié user Java, voilà. USR Java. Mission du répertoire, ok, donc je vais redonner le nom du répertoire. Ah. J'ai dû oublier quelque chose. Là, là j'ai un petit blocage. Pourtant c'est bien ceci, copie. Donc je vais donner les deux liens complets, ça m'évitera de me prendre la tête. Copier. De là, et tu me l'envoies là-bas. Chire 1.70. Ah oui, je suis bête. M K dire non user Java, puisqu'il n'y a pas de dossier Java en fait, c'est je suis bébête. Mission du répertoire. Hop, là j'ai pas besoin de lui dire le nom du dossier puisqu'il va le copier dedans. Donc je vais lui préciser que c'est une copie récursive. Voilà, on est content. Enfin sorti. Désolé pour cette petite galère. Hop. Et logiquement, d'après ce qu'il raconte sur la doc, hein, c'est ce qu'il y avait juste à faire. On peut vérifier ça. Donc c'était dans quoi qu'il nous demandait cette chose? C'était dans autre gestionnaire de fichiers. Limite, je crois que je dois redémarrer Chrome. On va ajouter ça aux favoris. On va en faire de même pour ça. Et pareil pour lui. Donc là, je vais peut-être pas mettre tout, sinon ça va être trop grand. Donc là, je vais juste mettre test. Et lui, on va le renommer. Hop. Juste bien. Voilà. Donc je vais fermer Chrome afin qu'il prenne en considération les changements apportés au système.
sûr de bien. En tant que route, je vais repartir sur test en tant que test. Ah. Apparemment avec Chrome on a un petit truc à installer en plus, on dirait. Bah là, je sais pas, j'ai pas trop compris ce qu'il vient de me dire. Bon, je vais pas trop me prendre la tête avec Java, hein. On verra ça par la suite. Sinon on va perdre du temps pour rien. C'est pas le but de la formation. C'est parce que j'ai jamais vraiment installé Java sur Linux. Vu que, bah voilà. Du coup, j'en étais où dans mes histoires? Donc oui, on était sur notre serveur de test. Donc c'est vrai qu'on a une autre adresse ici qui est 20 000. Vous voyez, j'accède bien toujours au même délire, mais 20 000. Et si je rentre test et test, toujours mon utilisateur de test, ici on voit qu'on a un problème pour lister les boîtes mail. Pour le login, POP3 serveur, mailbox n'existe pas. Donc ça c'est un autre truc qu'on peut rencontrer aussi, hein, justement. Et qu'on va voir un petit peu comment ça va fonctionner cette histoire là. Alors par contre moi je sais pas, j'aime pas trop le usermin quoi, je trouve ça un petit peu mal foutu. Bon après peut-être qu'il y a des autres thèmes quelque part qui traînent qui sont vachement cool, mais je sais pas, par défaut j'adhère pas trop, on va dire. Je préfère mettre un autre truc auxiliaire sur le côté. Alors par contre ici qu'est-ce qu'on pourrait configurer d'autre? On pourrait aller plus loin dans les réglages, on va dire, au niveau des templates. Ce qui veut dire qu'on pourrait configurer par exemple bind. Alors pour configurer bind, le plus simple, je dirais, ça serait d'aller voir par défaut, bien sûr en tant que route, hein, au niveau des serveurs bind, donc de nom de domaine, voilà. Et regardez le test UnixVer local, qu'est-ce qu'il a créé dans son fichier d'enregistrement. Donc je vais regarder. Et voilà comment il configure un domaine en fait. Et ceci, on pourrait se baser sur ceci pour créer le template. Donc la partie du dessus, en général, c'est lui qui se débrouille, hein, on n'a pas trop besoin de lui dire. Moi, c'est la partie du dessous qui m'intéresse. Donc je vais copier cette chose, et je vais repartir dans mes gestions des templates. Dans mon test, et je vais partir dans les domaines DNS bind. Et là, je vais activer cette case. Et maintenant, ici, je vais pouvoir configurer toutes ces choses. Donc faites attention au petit point à la fin, faut le laisser, c'est important dans le DNS. Donc je vais enlever la partie devant, puisque ça, on sait que c'est remplacé par une variable qui s'appelle DOM. En d'autres termes, à chaque fois qu'il rencontre DOM, il met le nom du serveur.
Voilà, je regarde à peu près partout s'il n'y a pas d'autres problèmes. Alors ensuite, après ce qu'on voit en dessous, là, il y a plein de choses cochées. Donc notamment le domain name. Donc c'est celui-ci, l'enregistrement par défaut, on va dire, de ça. D'ailleurs, hop, je l'ai oublié. Voilà, le W, donc c'est celui qui est en dessous. Alors, est-ce qu'on laisse lui-même l'ajouter ou est-ce qu'il va se baser sur notre template? Bah maintenant on a le choix. On pourrait lui dire, bah non, en fait tu ne les ajoutes plus et tu te bases maintenant sur mon template qui est ici, qui est de toute façon la même chose qu'il a fait tout seul, hein, puisque c'est nous qui l'avons remodifié. Donc par contre, il y a le petit point aussi de l'adresse IP ici. Alors, je suis pas sûr à 100%, mais j'imagine bien que ça doit être IP. Donc ne mettre que cette IP que quand c'est l'IP vraiment du serveur. Donc là en d'autres termes, quand je vois 2.15, je sais que c'est IP. Par contre le 127 là, je n'y touche pas, puisque IP ne vaudrait pas ce nombre là, hein, on est bien d'accord. Et voilà. Donc là j'ai rien oublié a priori, si ce n'est qu'ici j'ai oublié un DOM. Et voilà, c'est réglé. Donc maintenant je peux sauvegarder mon template. Et je vais pouvoir tester ceci. Comme à l'accoutumée, on supprime. D'ailleurs, au passage, j'aurais pu rajouter une information sur le template, comme on a vu. Donc au niveau du mail, et ici on pourrait dire boîte mail. Donc c'est la même chose, sauf que c'est 20 000. Lien mes mails. Voilà. De domaine, ok. Et puis le reste ça change pas, c'est les mêmes configurations. Même chose, on pourrait aussi lui dire pour ce qui est du FTP. Donc par exemple serveur FTP. Et là, hop, domaine. Et en dessous, on peut lui dire hot de connexion. Le port qu'on a souvent besoin. Donc là, on peut dire 21 FTP ou 22 SFTP pour Secure FTP, car il y a le SSH d'activer. Et hot, port, donc identification normale. Donc je vais écrire login, hein, c'est plus court. Login, ça c'est toujours l'user. Et le mot de passe, c'est toujours passe. Et voilà, on a amélioré un petit peu notre template au niveau de notre mail.
Et ouais, au fur et à mesure du temps, on va pouvoir configurer encore plus de choses sur ce template. Donc on est parti, on recrée un serveur. Hop, test. Donc je rechoisis test. Allez, pour vous faire voir que ça marche bien, donc je vais mettre password. En essayant de pas de me tromper. Voilà, password, là on va laisser test, ça ok. Ici on va dire Toto, comme ça vous voyez un petit peu que les informations changent. Bon, je remets mon Yopmail, d'ailleurs, si je veux le voir, ce serait bon que j'y retourne. Ok, donc hop, puis je l'enlève, et on est reparti. Donc le reste on sait que c'est bon, puisqu'on n'a pas besoin d'y changer. Et on a bien un courrier envoyé à S2. Au passage, on voit que maintenant l'opération fonctionne bien avec le template. Je vérifie. S'il veut vérifier. Bien ce truc là, mais avec les pubs, c'est un petit peu relou. Non. Hop. Allez, on a compris. Bon, on voit bien qu'on a bien reçu le mail. Là... Ah, je vois un truc bizarre. J'ai dû faire, je sais pas, copier un truc en plus. Mais sinon, on voit bien que l'utilisateur est Toto, le mot de passe est password, qu'on peut aller à notre administration principale. Donc bien sûr, là ça ne marcherait plus, il faudrait que je mette Toto et password. Voilà. Et notre lecture de mail, ici. Donc, on retourne. Voilà, parce que il s'est connecté sur l'ancien. Toto. Password. Et là, on voit qu'on n'a aucun souci. Tout est parfait. On va essayer. Hein. Je vais envoyer à unixver @yop mail.com sujet test hello world. Et on est parti, on envoie le mail. Donc il me dit qu'il a envoyé le mail. Moi, je regarde dans ma boîte mail. Ok. Bon. Je prendrai plus souvent l'exemple de Yopmail. Hein. Je vais en trouver un autre. Alors, visiblement, là, on voit qu'on n'a pas reçu le mail. Donc ça, on peut le vérifier. Hop, oui, tout ça. Dans Webmin, dans notre serveur, postfix, et voir s'il y a quelque chose dans la boîte d'attente, dans la file d'attente. Et on voit qu'il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, c'est qu'il a vraiment envoyé le mail. Maintenant, c'est certainement ce truc-là qui délire.
Ah merde, c'était .fr. En même temps. J'ai envoyé sur un .com alors que bon. Donc je vais lui redemander. Recorn compose mail unixer@yo mail.fr. Bon, un peu bizarre, mais on va voir. Visiblement, ça n'est toujours pas là. Donc là, je pense que leur service, il y a un petit problème. C'est Chrome qui délire sur Linux, possible. Mais bon, normalement, bah, logiquement, on est censé recevoir le mail hein, quand même. C'est parce que là, je sais pas, il y a problème au niveau... Oui, il essaie de l'actualiser, je sais pas ce qu'il essaie de faire ce truc. Bref. Et on a bien vu que dans les premiers exemples, bah, quand on s'envoie un mail, on reçoit bien ce mail. Pourtant là j'ai bien mis comme. On voit bien qu'on a bien reçu l'autre. Donc peut-être que c'est vraiment comme... Je sais pas pourquoi il me dit .fr du coup là. Je comprends plus trop son truc, mais enfin bref. Par contre le test inverse, je pourrais pas le faire. Dans la bonne raison, c'est que bah ça viendra pas dans mon serveur virtuel on va dire. J'ai pas configuré pour que ça se fasse. Mais chez vous, si vous voulez le faire, il faut que dans votre box, votre routeur, vous configurez l'ouverture des ports, qui est pour le mail le 25 principalement, pour le SMTP, après il y a le 110 il me semble, pour le POP, et après bah, il y en a pas mal d'autres à se renseigner. Vous allez sur n'importe quoi, hein, sur Google, port mail, voilà. Et vous allez trouver des listes avec tous les ports normalement. Hein. Donc vous voyez on a le 25. Ensuite pour le pop, ça doit être l'histoire de voilà 110, 109 et 110 comme on voit là pour pop 2 et pop 3. Après on a pour le IMAP. Alors IMAP c'est pas marqué mais c'est dans les 150 je sais plus combien. Après on peut les savoir aussi sur notre propre poste. Hop. Donc dans VirtualMin, au niveau de WebMin, en tant que route, dans autre si je me trompe pas, et non c'est peut-être dans réseau. Le TCP Wrapper, non il ne le fera pas voir, donc c'est dans UN ou Z module. Et trouver le truc qui est en rapport avec ça. Network Service and Protocol, voilà. Alors là on n'a pas grand chose sur celui-là, on va juste regarder Network Service.
Bon, apparemment il n'y a pas le fichier xinetconf. Je peux sauvegarder, mais il n'y a pas ce truc là qui me les gère, donc je peux pas les voir. C'est étrange. Avant, on voyait tous les ports. Mais là, apparemment, on les voit plus. Bon, bah là, on voit que déjà on a la liste. Après, c'est pareil, c'est un fichier qui est dans le système. Hein, j'aurais plus trop dire où. Je crois que c'est ETC service. Je suis pas sûr à 100%. Mais c'est dans ces coins-là. CD ETC. Donc ls-l et je vais appliquer un filtre grip sur service. Ok, il y a bien un service, je vais faire un petit cat de service et effectivement c'est bien dans ce fichier qu'on retrouve la combinaison des ports. Donc vous voyez ce fichier là un petit peu balèze. Ah, donc là j'ai pas assez de mémoire tampon qui me permettent d'aller voir plus haut, j'aurais dû le mettre un peu plus grand. Ou l'ouvrir limite avec gedit. Ouais, j'aurais pu faire ça. Que gedit service. Et pour tout ce qui est SMTP, donc vous voyez c'est le port 25 par défaut. Tout comme tout à l'heure on parlait du FTP, bah vous voyez 21, 22. Après on a donc le POP ici 110 TCP UDP. Après côté IMAP, voilà on a 220 ici pour l'IMAP 3. Et après on a les sécurisés aussi. Hein. Donc on a le POP 3S normalement, voilà 995, le IMAPS ici. Il y en avait un autre aussi, c'est du côté de Windows je crois, c'était 158, je sais plus à quoi ça correspond. Ah, apparemment c'est unique à Windows puisque je le vois pas dans cette liste. Enfin, bon, c'est pas important, vous voyez un petit peu où on peut trouver du moins les configurations pour les ports si vous les connaissez pas. Et l'ouverture de port, bah c'est simple, hein, vous ouvrez le port et vous redirigez vers l'IP de la machine locale. Donc moi ça serait 10.0.2.15. Et en faisant ça, bah, voilà, vous autoriserez les messages mail à arriver dans la machine Linux et à se redistribuer sur le compte de l'utilisateur à qui vous avez envoyé le mail. Et celui-ci pourra le lire dans cette interface. Au passage, bah là, vous voyez, je vois un undelivery. En gros, il a essayé d'envoyer un mail qui n'a pas pu délivrer. Donc il est vrai que le nom du serveur, ça lui plaît pas. Parce que j'aurais dû mettre unixver.net par exemple, un truc qui existe en fait, parce que là ils voient que c'est point local et du coup ils savent que c'est pas normalement routable sur le net. Mais sinon ça marche, hein. Vous pouvez être sûr que ça fonctionne. Par contre, comme vous voyez, voilà, faites attention à ça, si vous faites des tests, ça ne marchera pas, mettez des noms, par exemple, même si ça n'existe pas, mettez .fr, .org, ce que vous voulez, au moins ça marchera pour vos tests, quoi. Voilà, donc bah, ce côté usermin, on va pas trop faire le tour, hein, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est qu'une boîte mail. Notre FTP. Alors, on avait notre mail là dans le coin, là. Hop.
Et notre FTP, bah, si j'ai pas changé, si j'ai changé les noms d'utilisateurs et tout. Donc hot, et bah c'est test.unixver.local. Alors bien sûr ça marche dans un réseau local, hein, ça ne marcherait pas sur l'internet, vous comprenez pourquoi, toujours la même raison. Identifiant Toto je crois, et mot de passe password. Et le port, et ben pour l'instant on va utiliser le 21 tout basiquement. Et je fais une connexion. Et là on me dit erreur, n'a pas pu se connecter, patati, patata. Ok. Essayons avec le 22. Et avec le 22, on voit qu'on est passé, c'est-à-dire qu'on nous offre une empreinte numérique qu'on va valider et qu'on voit qu'on peut accéder à notre serveur FTP en sécurisé. D'accord? En normal, on n'y accède pas. On doit bien être authentifié en sécurisé. Pour voir cette chose, par exemple, si je crée un site FTP test et qu'ici je remets les infos, test.unixver.local, et qu'ici je mets normal Toto et en password. Voilà. Et ici, si je dis port 22, vous allez voir la liste ici. Hop. Bon, il n'a pas changé, mais c'est ici qu'il aurait dû se mettre. En SFTP. C'est le port 22. C'est-à-dire le SSH sur le protocole FTP. Je valide. Je coupe la connexion. Je relance une connexion sur FTP test. Et on voit que je me connecte. Bien. Comme ça, bah, c'est enregistré et par la suite, je peux utiliser cette connexion tout le temps. Non. Donc on a vu maintenant la configuration du FTP pour le mail et l'administration principale. Certes, je pourrais faire le tour encore de beaucoup de choses. Par exemple, le partage. Et ça, je crois que je le ferai dans une autre vidéo. Après, côté serveur web, c'est pareil, on va le faire dans la vidéo suivante. Et ce qu'on va voir aussi dans la vidéo suivante, ça va être les certificats serveurs. Pour avoir une meilleure gestion des certificats quand même. Là, VirtualMin, là-dessus, il est pas trop au top. J'ai rencontré pas mal de problèmes avec le temps. Bon. Mais à côté, on peut pas dire, il fait beaucoup de choses intéressantes qui nous permettent pas mal de fonctionnalités, de choses sans trop configurer. Vous avez vu que les configurations qu'on a employées sur l'ensemble de ces presque 2 heures n'ont pas été vraiment techniques, on va dire. C'est pas les choses les plus compliquées. Il y a des années de ça, c'était bien plus compliqué à configurer toutes les choses que vous avez vues là ensemble fonctionner en même temps. Notamment Postfix. Il y en a qui se sont arrachés les cheveux dessus. Et vous pourrez aussi vous arracher les cheveux dessus s'il commence à délirer. Parce qu'il faut savoir qu'il est lié à beaucoup de choses, lui. Si on regarde un petit peu, là je vais pas le voir parce que je suis côté test, mais côté normal, en tant que route, notre postfix là, il va être lié à Dovecot IMAP POP3, d'accord, puisque c'est le courrier. Il va être lié au filtre de courrier ProcMail, au filtre de courrier Spam Assassin, tout en même temps, et avec VirtualMin bien entendu. Mais vous voyez que c'est pas simplement le courrier, c'est vraiment tout un truc. Le courrier, c'est un truc assez complexe sur Linux quand même. Ça change du Exchange de Windows, c'est clair. Mais après, une fois que c'est configuré, franchement, c'est pas comme du Exchange de Windows, où on est obligé de nettoyer les databases et tout le bordel. Là, sur Linux, c'est beaucoup plus classe en fait, je trouve. Ça fonctionne tout le temps. Voilà, une fois qu'on s'est pris la tête, c'est sûr qu'au début, on se prend la tête à le configurer. Mais une fois que c'est fait,
Après, voilà, on n'a plus à y toucher, ça, c'est une merveille. Bon, sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo, où on va voir un petit peu plus en détail au niveau du serveur web Apache, pour notre base de données. D'ailleurs, pour l'histoire de notre base de données, on n'a pas de PHP-MyAdmin, donc on créera un site spécialement pour notre base de données PHP-MyAdmin, et c'est sur ce site que les utilisateurs vont aller se connecter. Alors, on a plusieurs choix, ils auraient pu se connecter sur notre propre site avec un slash et l'accès à PHP-MyAdmin, ou sur leur site avec un slash derrière, une sorte d'alias qui va permettre d'accéder à PHP-MyAdmin, ou tout simplement dédier un serveur web à cette utilisation-là. Je vais prendre la dernière solution pour la bonne raison que sur ce serveur web qui aura accès à PHP-MyAdmin, on va lui mettre des certificats pour que ce soit un petit peu plus amusant. Voilà. Et voilà, je pense qu'on aura fait un petit peu le tour de VirtualMin, de tout ce qui est la base même de VirtualMin. Après, c'est en fonction des besoins que vous allez ajouter des options supplémentaires ou configurer des choses par-ci, par-là. Mais comme je vous dis, la plupart du temps, la base que vous voyez là, le truc est très bien opérationnel. C'est comme si vous installiez un WAMP ou un AMP ou un LAMP ou un EasyPHP ou tous les trucs de ce genre que vous pouvez connaître. Sauf que là, c'est un peu plus puissant quand même, je dirais. Parce que quand on met un WAMP ou un AMP ou un truc comme ça, on n'a pas toutes ces options, toutes ces choses. Et puis c'est pareil, quand on veut supprimer le serveur, il faut supprimer les fichiers de configuration, il faut aller supprimer tout ce qu'on a pu faire, quoi, on va dire. Alors que là, vous avez vu, la gestion automatique de la chose simplifie grandement cette tâche. Voilà pourquoi il est très utile cet outil-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairci quant à son utilisation. Alors bien sûr, on n'a pas tout vu, comme je vous le dis, mais pour le moment, j'espère que ça vous a bien éclairci. Désolé pour ce petit passage Java intermédiaire. Mais pour la prochaine vidéo, j'essaierai de voir comment on l'installe. Comme ça, je pourrais vous le faire voir comment on l'installe. Et voilà. Donc, à la prochaine. Et je vous dis ciao, bye bye.